Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment configurer et importer une application basée sur Axelor Open Platform dans l'IDE de votre choix. Pour ce faire, nous allons installer étape par étape l'environnement de développement nécessaire au bon fonctionnement d'une application basée sur AOP. De façon assez logique, cette vidéo sera découpée en deux parties. Nous allons tout d'abord examiner les prérequis et les installer, puis nous importerons notre projet AOP dans l'un des deux IDE officiellement supportés par la solution, Eclipse ou IntelliJ IDE. Commençons donc par l'installation de l'environnement de développement. Nous allons installer les prérequis affichés à l'écran. Côté Java, il nous faudra la version 11, puisque c'est cette version-là qui est officiellement supportée par AOP depuis AOP 6.0. Pour la base de données, nous allons prendre PostgreSQL dans sa version 14, mais nous aurions pu prendre Oracle ou MySQL, puisqu'AOP est compatible avec plusieurs technologies de base de données relationnelles. Pour pouvoir déployer notre application, il nous faut un Tomcat dans sa version 9. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est fortement conseillé. Pour les IDE, vous avez le choix entre deux IDE, Eclipse qui est open source et gratuit ou IntelliJ IDE qui est payant dans sa version Enterprise. Et enfin, nous allons utiliser Gradle, mais il n'est pas nécessaire de l'installer puisque les web apps d'une application AOP embarquent déjà des wrappers Gradle. À présent, quittons nos slides pour passer à l'installation de l'environnement de développement. Les commandes que je vais vous présenter vont être exécutées sur Ubuntu. Mais sachez qu'Axelor Open Platform est compatible Windows et macOS. Et bien que la procédure d'installation de PostgreSQL, de Java et de Tomcat diffère entre les différents systèmes d'exploitation, l'esprit reste le même. Commençons par l'installation de Java 11. Nous allons ouvrir un terminal, soit en allant le rechercher dans le tiroir d'application, soit avec le raccourci clavier CTRL-ALT-T. Nous allons ensuite taper la commande suivante, sudo apt install openjdk-11-jdk pour installer précisément la version 11 de l'OpenJDK. Je vous retrouve une fois que l'installation est terminée. Une fois l'installation terminée, nous allons vérifier que tout s'est correctement passé en tapant la commande java-version. Si le système vous répond de la manière suivante, c'est que Java est installé et que nous pouvons passer à l'étape suivante. Continuons avec l'installation de PostgreSQL. Toujours dans un terminal, nous allons taper la commande suivante, sudo apt install PostgreSQL-14 pour comme Java spécifier la version de Postgre que nous voulons. Je vous retrouve une fois l'installation terminée. Une fois cette dernière terminée, nous allons taper la commande PSQL. Si la commande renvoie une erreur indiquant que le rôle de votre utilisateur, ici Axelor, n'existe pas, c'est normal, et cela veut dire que l'installation s'est bien déroulée. Avant de créer le rôle ou l'utilisateur Axelor, nous allons faire un tour par les configurations décrites dans le fichier pghbaconf. En fait, ce fichier, c'est un fichier de configuration crucial dans PostgreSQL puisque c'est lui qui va déterminer les connexions autorisées à la base de données et comment elles sont authentifiées. Deux lignes nous intéressent plus particulièrement dans ce fichier, la ligne 95 qui va régir les connexions via socket Unix et la ligne 97 qui va nous permettre de contrôler les connexions IPv4. C'est typiquement le mode de connexion qu'utilise JDBC. La ligne 95 doit être sur Peer et la ligne 87 doit être sur MD5. Si des modifications ont été apportées au fichier, nous allons devoir redémarrer le service Postgre. Et pour ce faire, nous allons taper la commande sudo systemctl restart PostgreSQL. Une fois le service redémarré, nous allons pouvoir créer notre utilisateur Axelor. Pour ce faire, nous allons nous connecter en tant que Postgres, puis taper la commande create-user pour créer un utilisateur, -- interactive pour avoir une invite de commande, -- super-user pour le définir en tant que super utilisateur, et -- pw prompt pour pouvoir définir un mot de passe à notre utilisateur. Une fois cela fait, nous allons créer une base de données et nous y connecter. Nous allons taper la commande create-db suivi du nom de la base, puis PSQL suivi du nom de la base. Si le système vous affiche un message de ce genre, c'est que tout fonctionne. Nous pourrions dès à présent tester notre environnement de développement en utilisant le Tomcat embarqué d'AOP. Mais puisque nous sommes déjà dans un terminal, autant en profiter pour récupérer les sources de Tomcat. Pour ce faire, nous allons créer un dossier OPT dans le home de notre utilisateur. C'est une bonne pratique, mais ce n'est pas obligatoire. Nous allons ensuite récupérer les sources de Tomcat grâce à la commande wget, et une fois que l'archive est récupérée, nous allons pouvoir l'extraire avec la commande tar-xzf. Cette dernière étant extraite, nous pouvons à présent vérifier que tous les fichiers sont bien là.
C'est le moment d'assembler nos petites briques et de voir si l'environnement fonctionne bien. Pour cela, nous allons récupérer les sources de la démo d'AOP. Ces sources sont disponibles sur le GitHub d'Accelor. Si Git n'est pas installé sur votre distribution Linux, ou si vous êtes un utilisateur de macOS ou de Windows, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Git pour le télécharger et l'installer. Une fois le projet cloné, nous allons configurer les accès à la base de données. Nous allons donc éditer le fichier accelor-config.properties se trouvant dans le dossier src main resources. Il faut modifier la propriété db.default.url avec le nom d'une base existante. D'ailleurs, en fonction du rôle que vous avez créé lors de l'installation de PostgreSQL, pensez bien à mettre à jour les propriétés db.default.user ainsi que db.default.password. Une fois cela fait, nous pouvons lancer l'application avec la commande gradle-w clean run-xtest. Clean va permettre de supprimer les dossiers build, run va builder l'application et la démarrer, xtest va nous permettre d'ignorer la tâche de test. L'application se lance. Lors du premier démarrage, le schéma de la base est initialisé et certaines données y sont chargées, comme les vues ou encore les données de démo. Je vous retrouve dès que l'application est disponible. L'application est démarrée, vous pouvez cliquer sur le lien ou bien le copier-coller dans votre navigateur. Par défaut, un utilisateur admin est créé. Et voilà, l'application fonctionne et notre environnement de développement est donc bien installé. Commençons maintenant l'intégration dans un IDE et on va commencer par Eclipse. La première étape est de télécharger l'IDE et de l'installer depuis son site officiel. Une fois le téléchargement terminé, nous allons déplacer l'archive dans le dossier OPT précédemment créé. Comme pour Tomcat, nous allons extraire l'archive avec la commande tar-xadf. Avant de lancer l'installation d'Eclipse, il est important de préciser que cette IDE fonctionne par workspace. Un workspace, c'est un peu comme un dossier qui va contenir toutes les configurations d'un ou plusieurs projets. Au niveau de l'arborescence de ce workspace, nous allons créer des dossiers workspaces et chaque dossier workspaces contiendra un projet. Le workspace de notre projet va contenir un sous-dossier et c'est ce sous-dossier qui contiendra les sources de notre projet, ici la démo d'AOP que nous allons récupérer depuis le Git d'Accelor. Nous sommes à présent prêts à installer Eclipse et il est important de préciser qu'il faut bien installer Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Je vous retrouve une fois l'installation terminée. L'installation est terminée et nous allons pouvoir sélectionner le workspace précédemment créé. Pour pouvoir changer de workspace plus facilement au démarrage d'Eclipse, je vous conseille de laisser la case Use this as default and do not ask again décochée. Eclipse est démarré, mais avant de pouvoir importer notre projet, nous allons devoir vérifier deux configurations. La première est le niveau de conformité du compilateur, qui doit être réglé sur 11. Et la deuxième est la JRE utilisée par Eclipse. Nous pouvons dès à présent importer notre projet dans Eclipse. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans File, Import, Gradle, Existing Gradle Project. Nous allons sélectionner le path de notre projet. Puis nous allons cliquer sur Override Workspace Settings. Nous allons indiquer le path du Java Home, c'est-à-dire le path du JDK. Et comme argument, nous allons indiquer -xtest pour ignorer la tâche test. Eclipse est en train d'importer le projet. Si vous avez la structure de projet suivante, c'est que tout a bien fonctionné. Le projet est importé.
et nous pouvons le retrouver dans l'explorateur de projet sur la gauche. Nous allons à présent configurer l'exécution des tâches Gradle Clean et Build depuis Eclipse. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle Gradle Task en double-cliquant dessus. Nous donnons un nom à notre configuration, Clean Build. Nous allons ajouter deux tasks, la première Clean, la seconde Build. Comme Working Directory, il faut indiquer Open Platform Demo étant le nom de notre web app. Puis nous allons override les project settings exactement comme lors de l'import du projet, en indiquant le path du JDK. Il ne faut pas oublier également d'ajouter comme argument de programme -xtest. Et nous pouvons démarrer notre tâche. La tâche est à présent terminée. Il est important de préciser qu'à chaque clean build, il faudra faire clic droit sur Open Platform Demo, Gradle, Refresh Gradle Project. Nous allons maintenant intégrer Tomcat à Eclipse. Pour ce faire, il faut se rendre dans l'onglet Serveur, ajouter un nouveau serveur, rechercher dans Apache Tomcat V9 Server, indiquer le path de l'installation de Tomcat, préciser la JRE que nous utilisons, celle du JDK 11. Avant de pouvoir démarrer Tomcat, nous allons devoir vérifier quelques configurations. Pour ça, il faut double-cliquer sur Tomcat V9 Server. Il faudra décocher Modules Auto Reload by Default, puis modifier les timeouts en mettant une valeur extrêmement grande. Par défaut, nous pouvons mettre 99999. Il faut ensuite se rendre dans l'onglet Modules et décocher Auto Reloading Enabled. N'oubliez pas de sauvegarder les configurations de Tomcat avec le raccourci CTRL-S. Nous allons ensuite modifier les informations de connexion à la base de données. Je vais mettre ici Démo, la même base de données que nous avons utilisée précédemment dans la vidéo. Et je vais pouvoir démarrer Tomcat en mode debug. Le serveur est démarré et par défaut l'URL est le suivant, localhost, le port de Tomcat, ici 8080, suivi du nom de votre web app. Nous utilisons l'utilisateur admin. Et voilà, nous avons intégré et démarré le projet depuis Eclipse. Le mode debug va nous permettre de hot swapper du code, notamment au niveau des vues, avec le rechargement automatique des vues, à la sauvegarde d'un fichier. En consultant les logs, je vois bien qu'AOP a rechargé les vues. Et en rafraîchissant mon navigateur, je vais voir le résultat à l'écran. Passons à présent à la configuration du projet dans IntelliJ. Pour rappel, il vous faudra la version Ultimate, qui est payante, mais il existe une version d'essai de 30 jours. Vous pouvez l'installer depuis le site officiel ou en passant par la toolbox JetBrains. À la différence d'Eclipse, IntelliJ ne fonctionne pas par Workspace, il faudra importer directement le projet en sélectionnant le fichier build.gradle de notre web app. Le projet va être importé automatiquement par IntelliJ. Une fois que le projet est importé, nous allons vérifier deux configurations. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans File, Settings. Nous allons déplier Build Execution Deployment, Build Tool. Nous allons nous assurer que Build and Run Using soit set sur IntelliJ et que Run Test Using soit set sur IntelliJ. Il faudra également vérifier que la Gradle JVM soit bien set sur Project SDK 11. Nous pouvons à présent configurer l'intégration Tomcat. Nous allons ajouter une nouvelle configuration Tomcat Local Server. Sélectionner le path de notre installation Tomcat. Nous allons à présent configurer l'artefact qui sera déployé sur le Tomcat. Il faudra bien faire attention à prendre celui étant indiqué comme Exploded.
si l'on veut que le hot swap du code fonctionne. Nous allons ensuite configurer les tâches Gradle qui doivent être exécutées. Nous souhaitons toujours exécuter la tâche clean et la tâche build. Et comme argument, -xtest pour ignorer la tâche test. Et nous allons exécuter ces tâches avant le build fait par IntelliJ. La configuration Tomcat est terminée, nous allons pouvoir modifier les informations de connexion à la base de données et lancer le serveur. J'utilise toujours la base de données démo et je mets à jour mes informations de connexion. Je peux à présent démarrer Tomcat en mode debug. Tomcat est à présent démarré et je vais pouvoir me connecter avec l'utilisateur admin. Et voilà, l'intégration et la configuration d'un projet AOP dans IntelliJ est à présent fonctionnelle et terminée. L'hot swap du code marche également sur IntelliJ avec Tomcat en mode debug. Une fois mon code modifié, je vais pouvoir l'hot swapper soit en cliquant sur l'icône de debug et en faisant Update Classes and Resources, ou soit via raccourci clavier CTRL F10. Si je retourne dans mon navigateur et que je rafraîchis ma page, je vais voir en direct les modifications. Et voilà, nous avons réussi à installer, démarrer et à importer dans notre IDE préféré une application basée sur AOP. Merci pour votre attention et si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien des formations en description de la vidéo. Bonne journée!